Famophone. 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 La femme parle de sa sécurité. SMS. Ujumbe. Mwanamke kwenye simu. Famophone. Famophone. La femme parle de sa sécurité. Karibu, bienvenue à tous et à toutes à cette émission spéciale de Famophone, spéciale parce que cette semaine nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République, la capitale congolaise. Nous accompagnons la délégation de la campagne Rien sans les femmes. Rien sans les femmes est une campagne sur la participation de la femme, surtout en ce qui concerne les processus électoraux que la République démocratique du Congo va entamer à partir de cette année. Une pétition est au centre de cette campagne que l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale soit changée et qui reconnaisse les besoins d'imposer aux partis politiques la présence des femmes dans ces listes de candidates et de candidats. Une modification de la loi électorale qui est compliquée en ce moment, on est tous conscients de ça, mais Rien sans les femmes est déterminé à démontrer que la participation des femmes comme un citoyen de plus à côté des hommes est un réel besoin pour un processus électoral équilibré. Et pour cela, la campagne a récolté plus de 200 000 signatures du sud, du Nord Kivu, de Kinshasa et des autres provinces comme le Bas-Congo. Exactement, on peut compter 207 315 signatures des personnes qui demandent ce changement de l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale. Alors, même si la délégation de Rien sans les femmes ici à Kinshasa est formée par une dizaine de personnes, nous sommes quand même accompagnés par 200 000 personnes, 200 000 signatures, 200 000 personnes qui ont signé et qui disent aux autorités congolaises Rien sans les femmes. SMS. Ujumbe. Mwanamke kwenye simu. Famophone. Alors voilà, on revient ici à Kinshasa et on est aujourd'hui accompagné dans cette émission par plusieurs membres actifs de cette campagne Rien sans les femmes qui ont participé à sa naissance et à la mise en marche de la même depuis le début. Ilo Mutaka, bonjour. Bonjour. Ilo Mutaka, vous êtes directeur de Congo Men's Network, ce qui signifie en français Réseau des hommes congolais, une organisation basée à Goma mais qui œuvre à Nord Kivu et au Sud Kivu. Ilo, on commence par vous. Comment la campagne a commencé au Nord et sur Kivu? La campagne Rien sans les femmes est née d'une longue réflexion et analyse du contexte pendant un atelier de formation sur le plaidoyer et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été tenu à Bukavu au mois de mars. Et c'est de là même que nous avons réfléchi sur un sujet de plaidoyer que nous pourrions faire en ce moment crucial où le processus électoral est en marche. C'est ainsi que nous sommes arrivés à conclure ensemble, en consensus, les hommes et les femmes, que la campagne Rien sans les femmes a sa raison d'être. Pour essayer de revoir, comme vous l'avez dit, l'article 13 à son alinéa 4, qui stipule que le non-respect de la parité homme-femme sur une liste ne constitue pas une cause d'irrecevabilité. Et c'est de là que nous nous sommes tous mis à réfléchir et à planifier cette campagne ici qui fait maintenant beaucoup de bruit dans le pays. Il faut quand même signaler qu'il y a au moins 40 organisations qui font partie de cette campagne, 40 organisations de Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, mais aussi des autres provinces. Et on est aussi ici avec Joséphine Ngalula, parajuriste, experte en plaidoyer et en genre, socio-économiste et surtout secrétaire générale de GEDROF, un réseau de femmes qui est basé partout le territoire congolais. Mais Joséphine, vous êtes là ici à Kinshasa. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment vous vous êtes joindre à cette campagne et pourquoi? La campagne, je crois que c'est une synergie qui fait la continuité des actions déjà amorcées par GEDROF. C'est déjà au mois de janvier que GEDROF avait déposé les 30 un document au bureau du président de la République pour la reformulation de la linéa 4 de l'article 13 de la loi électorale pour rendre irrécevable la liste des partis politiques qui ne réaliseront pas la parité homme-femme. Et ce document a été déposé au bureau du président de la République le 30 janvier 2015, avant même la promulgation de la loi. Et la même démarche
a été faite lors de la mobilisation dans le cadre du projet Femmes artisans de paix et médias. Et nous avons déposé au bureau auprès du président de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle une demande à la révision de cet article 13 alinéa 4. Donc pour nous, la campagne elle est là et nous considérons que c'est vraiment une synergie, c'est une conjugaison des efforts des femmes qui ont entendu les cris et qui ont mis ensemble leur voix afin de faire aboutir cette lutte qui est commune. Et c'est cela d'ailleurs l'esprit de la campagne Rien sans les femmes, non? De rejoindre le maximum d'organisations et de personnes possibles autour d'un même but, un même objectif, qui est que la femme participe et que la participation de la femme soit un fait. Donc, Solange Loachiga, vous êtes aussi avec nous, vous êtes secrétaire exécutif de Caucus des femmes au Sud Kivu, mais aussi vous avez signé les 200 000 signatures qu'on a présentées à l'Assemblée nationale. Vous avez signé comme coordinatrice de la campagne Rien sans les femmes. Est-ce que ce n'est pas un peu des points de légal, mais aussi des points de moment politique, ce n'est pas quelque chose un peu de perdu d'avance parce que la loi électorale est déjà approuvée et qu'on ne va pas revenir juste 2 ou 3 mois avant les élections. Je pense que ça, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Qu'est-ce qu'on fait en train de demander le changement d'un article d'une loi électorale qui a été approuvée et non sans quelques conflits le mois de janvier ou le mois de mars? Merci beaucoup, madame, pour la question. La démarche, elle est noble. La démarche, elle est légale. Quand je parle de légal, elle signifie constitutionnel. Et donc, on ne peut pas dire que la campagne Rien sans les femmes, c'est une démarche perdue parce que la loi électorale qui a été votée, c'est une loi qui va régir tout un processus électoral. Et donc, le problème qui se pose au niveau de la loi électorale à cet article 13, alinéa 4, on ne peut pas fermer les yeux. Nous devons poser le problème pour attirer l'attention du législateur, pour attirer l'attention du citoyen congolais du fait que cet alinéa constitue un obstacle à la participation politique des femmes. Et donc, en principe, si les législateurs, si notre Parlement se mettait à la place des femmes que nous sommes, et en tant que citoyennes, cette question devrait ouvrir un débat immédiatement. Et c'est pourquoi nous pensons que, comme c'est un processus qui se situe dans une période, et nous voulons que l'Assemblée nationale, les Sénats, les partis politiques, les citoyens et citoyennes congolaises sachent que c'est un problème et il faut que ce problème trouve une solution. Plus de 200 000 signatures derrière nous, ce n'est pas de la mer à boire. Et je m'imagine si atteindre Kinshasa c'était facile, si les moyens de transport étaient faciles comme dans d'autres pays, ces 200 000 signatures et plus allaient venir ici. Mais je pense que l'Assemblée nationale ne va pas accepter assez qu'on mobilise de l'argent pour faire venir les 200 000 signatures. Ils vont jouer à la stratégique et à la proactivité et inscrire cette question à l'ordre du jour et pour que les partis politiques, les regroupements politiques comprennent la pertinence et qu'ils mettent dans leur tête qu'ils doivent présenter des listes électorales des candidats sur lesquels il y a les noms des femmes et les noms des hommes. 200 000 signatures, un peu plus de 200 000, comme on disait tout à l'heure, 207 315 signatures qui sont arrivées en 4 énormes cartons depuis plusieurs provinces jusqu'à Kinshasa et que nous on a amené ici aujourd'hui sur la tête. Ilote et Solange ont quand même chargé ces cartons et je voudrais que quelqu'un d'entre vous me raconte un peu comment on a récolté ces signatures, comment a été le processus. Pour la récolte des signatures, au fait, la quarantaine des organisations qui étaient actives dans la campagne à Kinshasa, au Nord Kivu et au Sud Kivu, pour la première chose, nous sommes organisés en coordination. Donc il y avait une coordination à Uvira, dans les Sud Kivu, il y avait une autre à Bukavu
une autre à Goma, une autre à Beni et ici à Kinshasa. Donc d'autres alliés se sont joints et ils ont aussi organisé des collectes de signatures, par exemple dans la province orientale, avec notre allié et organisation membre qui vient de la province orientale. Il y en a de nos collègues à Kinshasa qui ont organisé la collecte du côté dans la province du Bas-Congo. Donc, dans ces coordinations-là, nous nous sommes organisés de telle enseigne que nous nous sommes répartis les tâches, les axes et aussi les cibles, donc des personnes qui pouvaient nous faciliter pour collecter les signatures. Donc, on s'est organisé comme ça, on a tenu plusieurs réunions. Dans une semaine, on pouvait organiser des 4 réunions pour voir comment faire pour parvenir vraiment à maximiser notre temps. Parce que le temps aussi ne jouait pas à notre faveur, le temps était tellement limité avec la mission de Kinshasa et cela nous a poussé encore une fois de plus pour faire un peu plus vite et organiser plusieurs réunions pour essayer de recadrer les tirs là où ça ne marchait pas. Parce que chaque jour, il fallait que chaque organisation transmette à la coordination le nombre de signatures collectées pour essayer d'évaluer et de suivre comment nous évoluons. Et cela a été fait. Comme nous, par exemple, comme on travaille beaucoup plus avec les hommes, on a mis des stratégies sur pied pour collecter les signatures des hommes parce que nous pensons que la question de la femme, ce n'est pas un problème de la femme. C'est un problème de la communauté où les hommes et les femmes doivent s'engager pour que rien ne se fasse sans les femmes. Merci. Sud Kivu, vous voulez dire quelque chose, Solange? Oui, la stratégie qu'on a utilisée, c'est une stratégie de synergie des différentes organisations, de la société civile et même des individus qui sont acquis à la cause des femmes. Et on s'est partagé le nombre de pétitions vierges et chacun est allé dans les coins selon la répartition que nous avons faite pour collecter ces signatures. Mais je voudrais dire que nous avons travaillé avec nos groupes de base, les groupes de dialogue communautaire dans différents territoires et du Sud Kivu et la ville de Bukavu pour qu'ils aillent dans les fins fonds de territoire et récolter ces signatures. Et donc, une façon d'appropriation de cette campagne Rien sans les femmes et essayer d'expliquer les pourquoi et quels sont les bénéfices que la société congolaise obtiendrait si cet article l'article 13 alinéa 4 de la loi électorale était changé. Donc une forte sensibilisation en même temps de la récollection des signatures dans tous les territoires de Nord et Sud Kivu. Comment ça s'est passé plutôt à la capitale? Bien, à la capitale, je crois que les choses se sont passées sans trop de complications parce que ce sont des activités que nous avons déjà commencées. Les organisations de la société civile, les réseaux qui étaient déjà impliqués dans les actions de mobilisation et de plaidoyer avaient déjà connaissance de la lutte par rapport au changement ou bien à la réforme de l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale. C'est comme ça que, fort de cette stratégie de mobilisation en amont, quand la campagne est arrivée, nous avons utilisé les listes pour distribuer aux différents groupes. Nous avons ciblé les jeunes, nous avons ciblé les femmes des églises et les responsables des confessions religieuses et nous avons distribué comme ça et chaque groupe a posé sa signature et notre stratégie était de faire référence par chaque signataire de son territoire d'origine et de sa province d'origine pour pouvoir faire ressortir l'aspect de la campagne qui est nationale. Oui, il faut aussi dire, chers auditeurs et auditrices, que depuis ici, Radio Mandalay, on a aussi travaillé beaucoup à travers Femmes au Fond, mais aussi à travers notre partenaire AFEM, qu'on a fait pas mal de sensibilisation à travers les ondes. Donc, par exemple, cet spot que nous avons préparé avec AFEM. Donc, je vous invite à écouter les spots de Rien sans les femmes pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Impliquer les femmes dans toutes les négociations, dans chaque dynamique, dans tout processus, au même titre que les hommes, c'est vouloir le changement et les progrès de nos communautés.
Moi, Saïdat, je vous invite à signer la pétition qui circule dans vos milieux pour dire oui à l'égalité de sexe. Impliquer les femmes, c'est vouloir la paix et le développement dans nos communautés. Car tout ce que nous faisons sans les femmes, nous le faisons contre elles. Moi, votre mère Nyasa Nazimia, je vous invite à signer la pétition qui circule dans vos milieux pour dire non à l'injustice sociale. Heshima kwa wa mama, heshima kwa wa dada pia. Sisi wote tumetoka tumboni mwao. La parité homme-femme est constitutionnelle, respectons-la. L'article 14 de notre constitution dispose que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Congolaises et Congolaises, arrêtons la discrimination. Les élections représentent une opportunité pour que les femmes soient présentes au poste de prise de décision. Votre artiste Papi Kero vous invite à signer la pétition qui circule dans vos milieux pour dire oui à l'égalité des chances. C'est le message de la synergie pour la campagne Rien sans les femmes pour la promotion des droits des femmes. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Mais alors on revient ici à Kinshasa où nous sommes cette semaine. On est exactement dans un des salons d'actes de l'Assemblée nationale en train d'enregistrer cette émission pour Radio Maendeleo et pour Femmes au Fond. Donc voilà, comme on vous disait, on est ici à Kinshasa avec des représentantes de la société civile de plusieurs provinces. Et moi je voudrais savoir un peu plus peut-être que vous racontez aux auditeurs de Sud Kivu, Madame Joséphine, quelle est la situation des femmes ici à Kinshasa si on parle de participation? Je crois que c'est une situation qui est générale, qui n'est pas vraiment différente des femmes des provinces. Pourquoi? Parce que on ne rejoint pas, ou bien on ne joint pas la parole à l'acte par rapport à toutes les promesses, que ce soit des promesses politiques ou bien par rapport au respect des textes qui nous régissent, notamment la loi sur la loi fondamentale qui dispose de l'égalité des droits entre l'homme et la femme, et surtout l'article 14 qui dispose de la parité homme-femme. Là où il faut nommer même les mandataires de l'État, là où ce sont des fonctions nominatives, on ne tient pas compte de la parité homme-femme. C'est comme ça que les femmes sont organisées pour mener des plaidoyers à différents niveaux et différents partenaires les font, des fois d'une façon isolée ou bien des fois d'une façon regroupée, pour faire entendre aux chefs des partis politiques qu'ils ont intérêt d'aligner les femmes sur leur liste électorale, d'aligner les femmes sur toutes les listes qui demandent nomination ou qui demandent, je ne sais pas moi, quelle autre opportunité, au lieu que ces listes-là ne soient constituées que des hommes. Et les femmes de Kinshasa, comme ils sont au siège des institutions, continuent à mener les plaidoyers à tous les bureaux, parce que il n'y a pas que les partenaires bilatéraux, mais il y a les partenaires multilatéraux qui sont aussi à Kinshasa. Et les femmes de Kinshasa, notamment, je voudrais parler au nom de notre réseau, qui regroupe quand même plusieurs organisations de la société civile. Nous menons des plaidoyers auprès, par exemple, du mécanisme national de suivi sur l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que dans ces mécanismes de suivi, il y a le problème de la participation aussi de la femme qui est soulevée. Mais les femmes regrettent et continuent de regretter toujours que les dirigeants ne puissent pas exprimer vraiment, traduire leur volonté politique en respectant ou bien en joignant leurs paroles à l'acte, en nommant les femmes comme il se doit. Et ils utilisent les femmes pour remplir des salles, pour d'autres fonctions, et comme marchepied et non comme responsables pour prendre des décisions. Mais nous n'allons pas baisser les bras et nous sommes debout pour pouvoir lutter contre et faire entendre notre voix à tous les niveaux, régional, national et international. On a entendu plusieurs fois cette semaine différents hommes et femmes dire que la Constitution reconnaît la parité, donc les femmes sont là, ils n'ont qu'à se représenter et il n'y a pas besoin de quotas, il n'y a pas besoin de leur faciliter la tâche parce qu'ils ont les mêmes droits, tout est reconnu dans la Constitution et que donc pourquoi les besoins de, soi-disant, favoriser les femmes? Vous savez que la question de la promotion du genre, la question de l'amélioration des relations genre, c'est une question qui n'a pas été encore intégrée totalement
dans les politiques et les réflexions des personnes et malheureusement même des grandes personnalités qui animent les institutions politiques. Une loi existe, mais pour matérialiser cette loi, il est important qu'il y ait des mesures d'accompagnement à travers une loi, ce qu'on appelle organique, si j'ai bonne mémoire. Et donc, l'inscription de la parité homme-femme dans la Constitution, c'est déjà une brèche pour toute personne qui comprendrait l'importance d'avoir les hommes et les femmes dans la gouvernance ou dans tout programme. Mais au vu des défis qui se situent au niveau sociétal, au niveau du système patriarcal, pour l'homme, il voudrait exploiter cette parité en défaveur de la femme. Et cela, c'est une stratégie maligne de vouloir toujours montrer que les femmes, non, vous avez tout, on vous a donné tout, mais nous voulons que ces hommes comprennent que la pratique, elle est d'une importance capitale, car aucune société ne peut se développer s'il n'y a pas la considération et la participation équitable, égalitaire, hommes-femmes. Et donc, l'article 14 de la Constitution, oui, mais la matérialisation pose problème et c'est la raison pour laquelle nous poussons l'accélérateur sur ça. On avait été cette semaine dans plusieurs institutions, dont la CENI, la Commission électorale nationale. La CENI qui a ouvert des postes de travail pour travailler dans les organisations des élections. Donc, dans cette visite, on a insisté à la CENI, on a été avec le vice-président de la CENI, l'importance que les femmes fassent aussi partie du corps des fonctionnaires électoraux. Donc, la réponse de la CENI était comment, à votre avis, et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette participation des femmes, pas seulement comme candidates, mais aussi comme électrices et comme peut-être observatrices électorales, etc. Oui, moi je pense que à faire une lecture de tout ce qui a été dit par exemple à la CENI et aussi dans d'autres réunions, personnellement j'ai eu à remarquer que les discours en soi c'est un discours discriminatoire que moi j'ai attendu partout. Parce que plusieurs orateurs voulaient montrer que les problèmes des femmes, ce sont les femmes elles-mêmes. Et moi personnellement ça ne m'a pas plu. Et quant à la CENI, elle seule, c'était un discours vraiment qui nous a flattés, parce que tout au long de l'adresse, le vice-président de la CENI a tenté de nous prouver la volonté de la CENI vraiment à impliquer, à faire participer les femmes comme agents électoraux, et aussi il a insisté que nous puissions travailler beaucoup pour que les femmes soient vraiment des électrices actives. Mais une chose que nous devons tous mettre en tête, c'est que ça doit faire partie des principes et des règles de jeu. Et c'est ça le problème, moi, je pense. Moi, personnellement, je ne peux pas me fier de ce que les gens disent. Je dois me fier des procédures et des règles qui sont en jeu. Est-ce que, moi, par exemple, je me pose la question, est-ce que quand la CENI a demandé à une compagnie indépendante de passer au recrutement, est-ce que ils ont donné des injonctions claires quant au recrutement de femmes parmi les agents électoraux? Donc si cela a été fait, c'est une bonne chose, mais je ne crois pas, parce que ça serait écrit quelque part. Mais du moment où ce n'est pas écrit quelque part, c'est que ça ne fait pas partie des principes et des règles de jeu, et qu'on peut nous dire de bonnes choses, de bonnes paroles, mais à la fin on nous dira non, les femmes ne sont pas venues, les femmes n'ont pas déposé leur candidature, ou les femmes ont déposé leur candidature mais leur dossier était incomplet. C'est justement parce que ça ne fait pas partie des principes. Mais si ça faisait partie des principes, eh bien même la compagnie là qui recrute tiendrait ça en compte et les quotas seraient respectés et on verrait beaucoup de femmes devenir agents électoraux. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Et moi je l'ai remarqué aussi avec les partis politiques par exemple. Les partis politiques vous disent non, nous voulons bien que les femmes viennent, on invite toutes les femmes qu'elles déposent leur candidature, qu'elles soient sur la liste électorale, mais les femmes ne viennent pas. Ok. Mais quel est le principe qui réglemente ça? Quelles sont les règles que les partis politiques là ont mis sur pied pour permettre aux hommes et aux femmes d'être sur une liste en respectant les principes
d'égalité. Donc c'est ça le problème pour moi. Les paroles, c'est une bonne chose, mais si ça ne fait pas partie des textes, des règles ou de règlements, donc c'est nul et sans effet. Effectivement, nous avions eu des réunions avec des membres des partis politiques. Donc, on va écouter quand même la seule femme qui est secrétaire générale d'un parti politique au Congo, dans la République démocratique du Congo. On parle de Madame Eve Basaiba Masudi, qui est secrétaire générale du parti MLC, Mouvement de Libération du Congo. Écoutons-la. Nous disons, une femme en politique, la politique la change, parce qu'elle baigne dans le système. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Elles amènent la politique concrète. Elles amènent une bonne touche de la bonne gouvernance. Je ne dis pas que les femmes sont des saintes, mais les femmes hésitent quand même face à la corruption, face à la dépravation des mœurs. Elles ont toujours l'intérêt, elles sont toujours préoccupées à dire est-ce que je serai à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée. Elles ne viennent pas à l'aventure seulement en politique. Quand elles viennent, elles ont la responsabilité, la redevabilité de dire si je suis parlementaire, est-ce que je me rends disponible vis-à-vis des personnes qui m'ont mandaté là, comme la population. Donc voilà un peu. Nous, ici, avec la campagne Rien sans les femmes, on demande qu'à moyen ou long terme, on change l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale qui encourage ou qui oblige quelque part aux partis politiques à avoir des femmes dans les listes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pétition? Oui, cette pétition, moi, je la soutiens. Parce que vous savez, dans ce monde, on a besoin de mesures soit coercitives qui vous poussent à faire quelque chose, une pression, soit incitative qui vous incite à faire quelque chose positivement. Dans d'autres cieux, en ce qui concerne les lois électorales, il y a des mesures du genre, si le parti n'atteint pas autant de pourcentage ou la parité dans une liste électorale, cette liste est rejetée. Ça stimule, ça pousse, ça oblige les partis pour une coercition à intégrer les femmes. Et on trouve aussi dans d'autres pays des mesures incitatives du genre la liste d'un parti politique qui atteint la parité va pouvoir être exonérée, par exemple, de la caution. Ça aussi, ça stimule. Malheureusement, dans notre pays, on n'a ni l'une ni l'autre mesure. Au contraire, au niveau de la loi électorale, on fait une chose et son contraire. On dit il faut des femmes dans des listes électorales, à l'alinéa 3 de l'article 13. Et puis l'alinéa 4, on dit le fait de ne pas avoir atteint la parité n'annule pas une liste. Donc tant mieux, il ne fallait pas le dire. Alors, il y a autre chose que je souhaiterais souligner. Nonobstant cette situation-là de la loi, mais la Constitution de la République, l'article 14, parle de la parité homme-femme. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est une obligation. Cette Constitution est obligatoire, exécutoire, opposable à tous, y compris les partis politiques. Maintenant, dans les volets des élections, c'est vrai, c'est évident qu'on ne peut pas obliger l'électorat à voter autant d'hommes, autant de femmes. Mais il y a des mesures en amont qui doivent être mises de sorte qu'en aval, nous ayons ne fût-ce qu'un pourcentage donné de femmes pour créer de l'équilibre, se rapprocher de la parité. Et ces mesures, c'est-à-dire d'aligner les femmes dans les listes électorales, comme chez nous, nous avons le mode de scrutin à liste ouverte, mais que les femmes soient aussi positionnées dans une bonne situation dans la liste. Il ne suffit pas de les mettre dans la liste, mais pas à la queue. Il faut les mettre dans une bonne position où elles sont visibles. C'est alors que la population va devoir les voter. Il manque la vision féminine dans la gestion de la chose publique. Le pays a besoin et des hommes et des femmes pour pouvoir booster le développement. C'est comme l'oiseau. L'oiseau a besoin de ses deux ailes pour avoir de l'envol. Donc c'est une obligation sociale et morale pour que la société congolaise dans son ensemble se dise nous avons longtemps laissé une grande frange de la ressource humaine en dehors de la gestion. Donnons la possibilité à 52% de cette richesse que nous regorgeons des femmes, parce que la meilleure richesse dans un pays, c'est la ressource humaine. Alors donnons cette possibilité-là aux femmes de s'impliquer aussi, de gérer, de contribuer à la reconstruction de notre pays. Donc je vous ai dit, il y a l'obligation légale, l'obligation constitutionnelle et l'obligation sociale et morale
pour que notre pays intègre les femmes. Nous avons des compétences multidimensionnelles et multisectorielles. J'appelle les femmes à faire agir rien sans les femmes. Pas de gestion sans les femmes. Pas de négociation sans les femmes. Pas de conception de décisions sans les femmes. Rien sans les femmes. Voilà, on revient encore à parler de la participation de la femme, rien sans les femmes, parce que surtout, avec la femme, la communauté gagne. Ça, c'est des slogans de cette campagne qui a regroupé à plus de 200 000 personnes, je vous rappelle, et pour lesquelles on est ici à Kinshasa cette semaine, une petite commission de Sud, de Nord Kivu et de Kinshasa en train de crier rien sans les femmes et de demander que la participation soit un fait, une vraie participation, une vraie parité telle que la Constitution congolaise le reconnaît dans son article 14. Donc, on peut aussi parler de participation et parler de la résolution 1325, cette fameuse résolution de laquelle tout le monde parle. La résolution 1325 fait partie des objectifs du plan national congolais de la 1325 et dit que pour que la société aille de l'avant, pour qu'il y ait paix et développement, il faut que la femme participe à la reconstruction et au bon développement du pays. Donc, on peut aussi parler qu'on ouvre dans le cadre du plan national d'application de la 1325 congolais. En 3 mots, qu'est-ce que c'est ce plan national de la 1325 et en quoi on est en train d'agir? Les plans d'action nationale de la résolution 1325, c'est une mesure d'application de la résolution 1325 comme étant une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et chaque pays, sous l'impulsion du secrétaire général des Nations Unies, avait pour devoir de produire un plan d'action national. Pour notre cas, c'est un plan qui a été produit par les efforts ou bien la contribution des 3 parties. La société civile, les organisations féminines, citons par là, la partie gouvernementale et les partenaires internationaux. Et nous avons travaillé par rapport aux différentes thématiques. Et ces thématiques ont fait que chaque organisation qui était par exemple dans la lutte contre la violence a produit des éléments. Qu'est-ce qu'on avait déjà fait par rapport à la lutte contre les violences? Par rapport à la participation politique de la femme, il y a eu des éléments qui ont été produits. Et ensemble, nous avons produit un plan avec 10 axes, dont la paix, la sécurité, les VIH, la recherche, suivi et évaluation, violences sexuelles, droits fondamentaux des femmes. Il y a 10 axes comme ça, GST, VIH par exemple. Et là, les femmes ont travaillé, ont produit les objectifs. Quels sont les objectifs par rapport à cet axe-là? Quels sont les résultats auxquels nous nous attendons? Tout concourt à l'amélioration de la situation de la femme. Et on a chiffré même quelques axes par rapport aux activités à mener. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces plans d'action n'a pas encore rencontré un financement qui peut lui permettre de mettre en œuvre toutes les activités prévues. Et là, il y a aussi l'aspect, par exemple, à la consolidation de la paix, qui est un des axes de notre plan d'action national. Avec l'avènement de l'accord cadre d'Addis Abeba, on a priorisé, on a, détaché, mais pas détaché, mais on a peut-être on a pris les activités, quelques axes du plan d'action national pour les insérer dans l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que l'accord cadre prévoit la consolidation de l'état des droits, la décentralisation, la participation, etc. C'est comme ça que quelques aspects, quelques axes du plan d'action national 1325 se rencontrent avec les dispositions des engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et là, c'est les mêmes problèmes qui persistent, les financements. On peut beau faire un plan ne peut être opérationnel que si il a reçu un financement. Que les financements viennent des partenaires internationaux ou qu'ils viennent du gouvernement congolais, je crois que c'est le gouvernement congolais qui est le premier responsable de la mise en œuvre de ces plans et qui doit donner les moyens. C'est vrai, il y a le comité de pilotage national qui existe, notre réseau genre et droits de la femme, est membre du comité de pilotage national qui s'occupe des suivis et évaluations. Mais ces comités de pilotage qui doit siéger et doit être et la personne habilitée à convoquer les réunions de comités de pilotage, c'est la ministre qui a en genre qui a en charge le genre. Mais on n'a jamais tenu des réunions.
Donc un bilan plutôt faible de l'application de la 1325 de la part des autorités congolaises quand on va fêter les 15 ans, n'est-ce pas? Les 15 ans de la résolution 1325 le mois octobre. Voilà, et un article 14 de la Constitution congolaise qui reconnaît la parité qui n'est pas non plus appliquée. Il est vrai qu'il y a eu la Cour suprême qui avait récusé les termes de libellé de cette loi qui parlait de quotas. C'est ça qui avait fâché la Cour suprême. Mais depuis que la loi a été retournée au Parlement, cette loi est restée glaciale. Je ne sais pas dans quel congélateur on l'a mis, mais ça ne marche pas. On n'a pas promulgué, le président de la République ne l'a pas encore promulgué. Et nous avons mené des plaidoyers là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que cette loi-là revienne à la surface. En fait, que le président puisse promulguer, parce que ça bloque aussi, et en grande partie, la mise en œuvre de principes qui est dans la Constitution de l'article 14. Voilà un peu cette négligence que je peux demander pourquoi cette négligence. Voilà, et on est allé voir plein de, comme on disait tout à l'heure, plein d'autorités ici à Kinshasa cette semaine, entre autres aussi la ministre des Genres et le président du Sénat. On va écouter les paroles du président du Sénat à la fin de notre rencontre avec lui. Il ne faut pas s'arrêter à 200 000 signatures. Il faut convaincre des millions et des millions de femmes qui se trouvent dans ces pays. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes 52%. Nous ne sommes que 48%. Si vous voulez, demain, dans ce pays, il y aura le Parlement qui sera composé avec la majorité des femmes. Merci le président du Sénat. Est-ce que la synergie pour la campagne Rien sans les femmes peut se réjouir de vous avoir comme allié dans la campagne? C'est vous qui devez le juger. Moi, j'ai accepté. J'ai accepté d'être votre allié. C'est vous qui allez juger si je suis un bon allié ou je ne le suis pas. Voilà, émission spéciale depuis Kinshasa des Femophones. Rien sans les femmes. Avec les femmes, la communauté gagne. On écoutait là tout de suite le président du Sénat quand a reçu la commission, la délégation de la campagne Rien sans les femmes. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de cette rencontre avec le président du Sénat qui a été quand même un peu longue? De mon côté, c'est que les conclusions que moi personnellement j'ai tirées, c'est que le système patriarcal règne encore dans nos institutions à attendre les discours de l'honorable président du Sénat. Quand il a dit, je cite, les ennemis des femmes sont les femmes elles-mêmes. Donc pour moi, ce n'est pas ça le problème. J'estime que les ennemis de la femme jusqu'à aujourd'hui, ce sont les hommes. Parce que c'est nous les hommes qui disons, ne postulez pas, ne votez pas pour les femmes. C'est nous qui le disons. Et des études ont prouvé combien de fois beaucoup de maris disent à leur épouse, vous devez voter pour tel candidat. Et la femme, pour ne pas perdre le foyer, parfois, elle vote pour la même personne. Donc pour dire que la femme ne contrôle pas encore son vote, son droit de vote, son droit de lire et son droit d'être élu. C'est tout ce que j'ai tiré comme leçon et cela m'a encore interpellé pour que nous puissions continuer à travailler sur les hommes. Adresser les masculinités oppressives, les systèmes patriarcaux. Merci. Donc il faut dire aussi que le jeudi, quand la commission, la délégation de Rien sans les femmes est allée à l'Assemblée nationale, il y a eu l'appui depuis le Sud Kivu, le Nord Kivu et ici même au Kinshasa, de plein de femmes et des hommes qui se sont manifestés dans la rue. Donc il faudrait peut-être remarquer ça, des manifestations à Ovira, des manifestations à Goma, des marches plutôt, mais aussi à Bukavu. L'équipe des Femophones étant à Bukavu, écoutons son reportage. Avec une forte mobilisation de femmes et des hommes, la marche est partie de l'hôtel de poste en commune Tibonda et avec en point de chute l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. En t-shirt blanc, gravé dessus le slogan « Rien sans les femmes ». Sur les calicots des manifestants, on pouvait lire des messages tels que « Avec les femmes, la communauté gagne »,«
La parité est constitutionnelle, respectons-la. Je suis une femme et je pense que la femme peut faire partie des instances publiques. Nous devons rappeler principalement au président de la République qu'il a prêté serment de faire respecter la Constitution. Et même à 2 jours de la fin du mandat, on peut toujours se rattraper. Nous savons qu'avec les femmes, la communauté gagne. Dans leur mémorandum, il est indiqué qu'aucune femme n'est gouverneur en RDC. Au Sénat, il y a 6 femmes sur 108 sénateurs. L'Assemblée nationale compte 52 femmes sur 500 députés et 7 femmes dirigent le ministère contre 40 hommes. Un mémo lu par Kadia Zouba de l'Association des femmes des médias. Nous exigeons la révision de l'article 13, alinéa 4 de la loi électorale pour invalider les listes électorales qui n'incluent pas des candidatures de femmes de manière égale. Le vote et la promulgation de la loi d'application des droits des femmes et de la parité pour renforcer la politique d'intégration du genre à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Ce mémorandum a été réceptionné par le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Charles Moudahama, qui promet de les remettre acquis de droit. Je vais me faire le devoir de pouvoir le transmettre au bureau et j'espère que les membres de ce bureau feront tout pour qu'ils puissent agir dans le sens de vos souhaits. Des marches similaires ont été organisées également à Uvira, à Beni, à Goma et à Kinshasa. Voilà pour les manifestations, les marches d'appui à la campagne d'Alliance à les femmes. Il faut dire que cette campagne est nationale et qui a l'intention de continuer et de s'élargir. Il faut dire qu'on ne va pas s'arrêter ici, à Kinshasa, une fois qu'on a donné les signatures à l'Assemblée nationale. On va faire quoi? Comment on va continuer? Quelles sont vos idées? Nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que la loi d'abord, la loi électorale, article 13, alinéa 4, est révisée. Ça, c'est notre combat. Donc, on va maintenir la pression. Mais au même moment, la campagne Rien sans les femmes va nous aider à maintenir les caps dans le processus électoral en cours. Parce que au même moment que nous sommes en train de lutter pour que la loi soit révisée, au même moment, nous devons faire élire beaucoup de femmes. Parce que si beaucoup de femmes sont élues, eh bien, on va gagner notre combat dans un laps de temps. Donc, c'est un peu ça. On va continuer à manifester, on va continuer à nous réunir, on va continuer à faire les activités de plaidoyer telles qu'est prévu, on va continuer avec les activités des médias de telle enseigne que, dès notre retour de Kinshasa, qu'on ne dise que non, la campagne est morte. Donc, nous allons maintenir la campagne vivante jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Voilà, la campagne Rien sans les femmes continue alors et on a une page Facebook où on a plein de vidéos et des photos sur toutes les activités faites à Uvira, Bukavu, Goma et Kinshasa pendant toute cette semaine avec toutes les informations sur c'est quoi cette campagne et pourquoi on l'amène. On va continuer alors, donc il faut, chers auditeurs et auditrices, rester mobilisés. On va vous raconter depuis Femmes au Fond tout ce qui se passe et tout ce qui s'organise de la part de Rien sans les femmes. Et maintenant, on va commencer à dire au revoir parce que le temps presse et on est dans la radio, donc toujours pareil. Et je voudrais une petite conclusion, un petit message à tous ces gens qui nous écoutent, qui ont signé, qui nous suivent et qui veulent savoir tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est en train de mener avec eux. Donc, un petit message pour tous ces gens qui se sont quand même mobilisés depuis les provinces pour cette semaine. Nous saluons la campagne, c'est notre affaire. La campagne Rien sans les femmes, c'est notre affaire. Je crois que c'est le slogan qu'il faudra ajouter et à soutenir par rapport à tous ceux-là qui ont signé cette pétition. Nous disons merci et que la signature doit se traduire en acte en tout et partout. Et je crois que toutes les personnes qui ont signé font tache d'huile. Et dans les différents milieux, on tiendra compte de la participation de la femme. Je crois que ces signatures vont nous amener à la réforme de l'article 13, alinéa 4. Merci beaucoup, Joséphine Ngalula de GEDROF à Kinshasa. Merci beaucoup pour avoir été avec nous à l'émission Famophone et pour votre message. Et on passe la parole à Ilon Moutaka de Nord Kivu. Et de mon côté, je remercie tous les signataires à la pétition et plus particulièrement les hommes, les masculins, qui ont compris que sans les femmes, nous ne pouvons rien faire. Et je vous exhorte encore, mes chers frères,
à continuer à appuyer les initiatives des femmes, car ensemble nous gagnons et rien sans les femmes. Merci beaucoup, Rien sans les femmes, et aussi Sud Kivu, Solange Loisiga, qui est le secrétaire exécutif de Caucus des femmes de Sud Kivu. Aussi un message, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Les auditeurs, tous ceux-là qui ont adhéré à la campagne, plus de 200 000 personnes qui ont signé et plus de millions et millions de personnes qui ont marché à Bukavu, Uvira, Goma, nous leur disons, la campagne n'est pas finie parce que c'est une campagne qui s'inscrit dans la lutte quotidienne, c'est une campagne qui concerne l'amélioration des relations genre. La campagne continue et nous demandons plus d'adhérents parce que nous allons faire le suivi de cette action. Si la réponse n'est pas favorable, on va continuer. Mais également, il y a d'autres questions genre par rapport à la participation politique de la femme au niveau des prises de décisions à tous les niveaux. Donc la campagne, elle est quotidienne jusqu'à notre mort, jusqu'à la mort de nos générations, jusqu'à l'amélioration des conditions de vie. Tant que la parité ne sera pas gagnée, la campagne continuera. SMS. Ujumbe. Mwanamke kwenye simu. Avant de partir, chers auditeurs et auditrices, écoutons les paroles du président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, qui a reçu la délégation de la campagne Rien sans les femmes et a reçu aussi 4 cartons de 50 kilos chacun avec 200 000 signatures qui demandent la modification de l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale. Monsieur Minaku a affirmé que ces signatures sont un trésor pour la République et un exemple de comment les citoyens défendent ces droits de façon démocratique. En se disant genrée, la présidente de l'Assemblée nationale congolaise a adhéré à la campagne Rien sans les femmes. Écoutons l'interview faite avec le président de l'Assemblée nationale par notre collègue Julien Baseke de l'Association des femmes des médias de Sud Kivu. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous venez de recevoir une délégation de femmes qui viennent de province de Kinshasa pour déposer la pétition qui a reçu plus de 200 000 signatures des citoyens congolais qui traduisent leur volonté de voir la loi électorale être révisée en faveur de l'équité du genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je viens de recevoir cette pétition avec joie et responsabilité parce que ce n'est pas une petite affaire. D'abord, j'ai constaté que les femmes congolaises, respectant la Constitution, estimant qu'elles ont des droits à défendre, notamment par la révision de l'article 13 alinéa 4 de la loi électorale, elles ont procédé par une pétition, plus de 200 000 signatures récoltées avec méthode, proprement. C'est peut-être une première. Et donc, c'est une démarche modèle, une démarche pilote que nous devons appuyer en tant que démocrates. Nous avons reçu la pétition. Ensemble, bureau de l'Assemblée nationale et représentante de la démarche, nous verrons comment canaliser cette pétition conformément aux procédures prescrites et par la Constitution, les lois de la République et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une démarche qui mérite d'être saluée par tous les compatriotes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, adhérez-vous à la campagne Rien sans les femmes qui a accouché cette pétition? Refuser d'adhérer à la campagne Rien sans les femmes, ce n'est pas comprendre d'abord la démocratie en ce 21e siècle, la place de la femme. Et par conviction personnelle, je crois fondamentalement qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Et donc j'adhère. C'est clair. Femme au fond, la femme parle de sa sécurité.
SMS. Voilà pour cette émission spéciale des femmes au fond présentée depuis les salons d'actes de l'Assemblée nationale congolaise à Kinshasa pour couvrir, comme vous savez bien, les activités de la campagne Rien sans les femmes. Merci aux invités dans ces studios improvisés, Ilo Mutaka du Réseau des hommes congolais au Nord Kivu, Solange Loachiga de Caucus des femmes au Sud Kivu et Joséphine Ngalula du Réseau des femmes Jedorf à Kinshasa. Merci aussi à notre collègue des femmes au fond Raissa Kassongo depuis Bukavu et à Julienne Vaseke de AFEM, l'association des femmes des médias de Sud Kivu. Et à vous, auditeurs et auditrices, il ne me reste que vous dire à samedi prochain, tout a onana, sikuyaposho, accent sana.